Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast un peu particulier où je suis avec ma chérie Laura Nathalie et on va aborder les archétypes sous plein d'angles différents ensemble. Oui, en fait, on s'est dit que ça serait chouette de faire un podcast parce que souvent, quand on est expert dans notre domaine et passionné par notre œuvre, on est tellement riche de celle-ci qu'on ne sait pas toujours comment la partager. C'est un peu ça qui se passe parfois avec toi, les archétypes, c'est que tu respires tellement ça. Et quand on a des discussions ensemble, c'est genre waouh, mais c'est trop riche, on peut l'amener comme ça et ça peut changer tellement de choses dans des entreprises sur Terre. Mais c'est plus difficile parfois de le faire seul face à une caméra. Alors que si on est dans une discussion, ben, ouais, autre chose peut se passer. C'était un peu ça l'idée. Ouais, exactement. Bah, tu m'avais dit en même temps, vu qu'en human design, si on va sur cette idée, Oui, je pensais à ça, mais je je me suis dit, je sais suis pas s'il veut parler projecteur. Mais non, de si, ça. je suis carrément OK à utiliser. Je suis projecteur, moi c'est un outil qui me Oui, parle moins, mais effectivement, c'est vrai que cette partie résonne. Je marche beaucoup mieux quand on m'invite à faire quelque chose. Donc là, bah, c'est une auto-invitation. On réserve le podcast et puis let's go, on fait quelque chose. C'est beaucoup plus simple et fluide que je me mets devant ma caméra et let's go, je parle, je fais un contenu. Moi, c'est beaucoup moins naturel pour moi, j'ai besoin qu'il y ait des gens. Et donc, c'est beaucoup plus fluide comme ça. ouais. Bah, peut-être qu'on pourrait commencer par comment est-ce que tu es arrivé dans les archétypes et pourquoi tu t'es dit ah ouais, il y a un truc là. Ouais. euh, Moi, je suis arrivé dans les archétypes à une période où je me cherchais vraiment. Je découvrais le développement personnel euh, et, euh, et j'avais un mentor qui s'appelait Steve qui avait fait une formation incroyable. Euh, il faisait ça à la Tour Eiffel, c'était incroyable. Et il partageait deux outils dedans, les archétypes et la process communication. Et j'avais découvert la PCM, la process com avec lui, et les archétypes à ce moment-là. Sauf qu'on était on était à la surface de l'outil, et tout de suite j'ai fait waouh, ça c'est stylé. Avec la process com, je comprenais comment je fonctionnais, et avec les archétypes, bah, ça mettait de la clarté sur pourquoi je faisais les choses et qu'est-ce qui m'animait vraiment. Et donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés la première fois. Ça m'a énormément apporté sur moi parce que j'ai mis des mots sur ce qui m'animait vraiment. Et puis après, c'était une période aussi où moi, j'essayais de faire du cinéma, développement. Je faisais développement personnel et pendant que je me développais, entre guillemets, euh, j'essayais d'avoir des castings. J'étais aussi j'en avais parlé, une relation un peu plus destructrice où c'était une relation basée sur le masque de la personne. Je voyais mes ombres, je voyais les siennes, mais j'avais pas conscience de tout ça. Et donc, découvrir les archétypes et découvrir Carl Jung de manière plus générale, ça m'a permis de comprendre plein de choses sur moi. Ça m'a permis de comprendre pourquoi je m'auto-sabotais dans mes relations vis-à-vis de moi-même. Et, euh, et ça m'a fasciné. Je comprenais l'origine de tout. Et ça pour un sage, c'est très satisfaisant. Et ça pour un sage, parce que je suis animé de l'archétype du sage en premier et le magicien juste en deuxième. Et toi, créatrice en première et magicien en deuxième. Et c'est super intéressant qu'on ait tous les deux le magicien, parce qu'on se rejoint sur pas mal de choses aussi. Euh, et donc c'est très satisfaisant. Mais à la base, quand j'ai découvert que j'étais un sage, waouh, ça m'a nourri. Mais tu vois, je mettais le mot pour la première fois. Waouh, je suis sage. Mais c'est pas je suis sage en mode genre waouh, j'ai découvert quelque chose, regardez-moi. C'est plus je suis animé de cette quête de sagesse. Et c'est avant tout pour moi. C'est avant tout pour moi. Et je me serais jamais vu dans, par exemple, un archétype d'enseignant. Et aujourd'hui, pourtant, c'est ce qui m'anime le plus. Tu m'aurais dit, plus jeune, tu finiras peut-être prof. Jamais de la vie. Je déteste l'école, je vais pas en sortir pour en rentrer. Et au final, aujourd'hui, bah, toi-même, tu vois, ce qui m'anime au quotidien, c'est d'aller dans les écoles, transmettre, aller dans les facs. Euh, Ouais, en fait, mm. c'est comme si ça t'avait donné euh, un rappel de ce que ton âme était venue vivre dans C'est ce jeu-là, dans cette pièce de théâtre ici. exactement. Et comme si, à la fois, en découvrant mon archétype, ça venait mettre du sens sur tout ce qui s'était passé avant. Quand j'étais à l'école, j'étais pas un élève super studieux. J'étais un élève moyen, je vais pas dire médiocre, mais j'étais pas dans le wagon de tête, j'étais plus dans le wagon de fin. Et j'ai souffert de ça, je me suis senti jugé par certains enseignants, je me suis senti un peu beubeux parfois. Et, euh, et en fait, tout ça a pris sens. Ces blessures que j'ai eues, eh ben, je me suis aussi construit sur ça, cette impression de ne pas savoir, cette impression d'en savoir un petit peu moins que les autres. Et en fait, le sage est venu mettre de la pommade au début
ah waouh, en fait, je suis pas si bête que ça. Et puis petit à petit, en fait, j'ai vraiment compris que c'était l'appel de l'âme. Et ça a pris tout son sens. Et dernièrement, j'étais dans une école former les enseignants, former 120 enseignants sur le harcèlement scolaire. Et en même temps, euh, pour élargir un peu le spectre, ça vient. Tu vois, moi, j'ai été un élève harcelé. Quand j'étais en sixième, j'étais frappé. Et conscientiser l'histoire dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est venu mettre aussi du sens à ça. Ah, mais si j'avais pas été harcelé, si j'avais pas traversé cette difficulté, cet obstacle, aujourd'hui, j'en serais pas là. Et donc, ça a été utile. Ça a Ouais. été utile. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en découvrant ces archétypes, on comprend son histoire, on comprend l'histoire sur laquelle on s'est construit, et on vient mettre du sens sur les moments qui ont été le plus difficiles, les plus challengeants. Et on y voit toute la beauté, et c'est très beau au final. Et on en arrive à... Tu sais, dans certains courants, où ils disent faut aimer ceux qui nous ont fait du mal. T'en arrives pas forcément à pardonner, mais à donner du sens à ce qui s'est passé. Oui, ça me touche. C'est là, on voit qu'il n'y a rien à changer. En fait, quand on découvre ces 12 archétypes de Jung, même si après, dans ton travail, ça va beaucoup plus en profondeur parce que il y a le fait que tout est archétypal finalement. Mais déjà, si on se concentre sur les 12, ton postulat, c'est que si chaque humain se reconnectait à ses archétypes principaux et aux autres aussi, vu qu'on a besoin du tout, on entrerait dans un alignement qui correspond vraiment à notre âme. Et on arrêterait d'avoir autant de questions, autant de doutes. Et on construirait toute notre vie autour de ceci. C'est ça? Ouais, et on accède à une sorte de plénitude. Au début, moi, quand j'ai découvert les archétypes, ok, sage, magicien, génial. Ça me dit de faire ça, du coup. Et si je vais dans la transmission, si je joue cette histoire, si je la vis vraiment, je m'épanouis, les portes s'accomplissent. Et puis, tous ces archétypes sont pas activés chez moi, et ben, je les mets de côté, du coup. Et en fait, je comprenais, statu quo, tous ces archétypes-là, statu quo, comique, ces archétypes sont pas développés trop chez moi. Et en fait, je mettais de côté et j'avais du mal avec les personnes que je voyais là-dedans. Et après, en fait, ça m'a manqué. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie. On fait des tests de personnalité en se disant, bah, je suis tel profil, en oubliant qu'on a tout en nous. Et ces parts de moi qui sont peu développées, à un moment, elles vont me manquer. Et ce que je cherche, c'est une plénitude. Et moi, c'est toujours ce que j'ai cherché en fait dans le fond de mon travail, je m'en suis aperçu, c'est la plénitude du soi. Euh, et pour accéder à cette plénitude, ben, j'honore l'appel de mon âme, mes archétypes qui sont vraiment activés, je vais vivre leur histoire, et à la fois, ben, je prends soin des autres. Et en même temps, ça va débloquer pas mal de choses. Tu vois, la statu quo est peu activée, mais c'est l'archétype de l'appartenance. Et si je le nourris, si je l'utilise, bah, dans mon business, même dans ma vie personnelle, ça me permet de tisser du lien, ça me permet de me sentir moins seul. C'est, c'est vertueux, on en a besoin. Et on a tendance à pas prendre soin de ceux qui sont peu activés. Alors que une des phrases qui m'a le plus marqué chez toi, c'était derrière ce que tu caches, se cache le cache. Je fais, waouh, mais ça, c'est du copywriting de dingue. Il devrait y avoir un copyright. Ouais, il y a beaucoup de Parce que phrases il y a plein de de Laura, phrases. il faudrait copyright. Il y Non, a je plein de rigole. phrases de Laura que j'utilise au quotidien, sans forcément la citer, mais celle-là, je cite à chaque fois. Et du coup, c'est vraiment ça, dans mon ombre, dans ce que je ne nourris pas chez moi. Je cache le cache, mais se cache aussi la plénitude et au final, ce qui me manque au quotidien, sans que j'en ai conscience. En fait, c'est beau parce que c'est ça le modèle, c'est que tu as le soi, donc la plénitude de qui nous sommes vraiment, notre partie divine, complète, splendide, lumineuse. Et c'est au centre du modèle et tout autour, il y a les archétypes. Ça, donc on a besoin vraiment de tous, même s'il y a plus un appel vers ceux qui nous nourrissent, on a besoin de ceux qui sont activés. C'est vrai qu'on a remarqué quand tu faisais faire le test à certaines personnes qu'on connaît, des personnes qui sont très épanouies dans leur vie, elles les ont tous élevées. Ouais. Hein, et les personnes qui sont peut-être moins épanouies, elles sont tous un peu petites. Enfin, on va pas faire un schéma, mais il y a, il y a quelque chose quand même d'aller explorer toutes ces parts de nous qui Ouais. nous rend complets. Ouais, ouais. C'est intéressant. Et je trouve ça puissant de passer par le mot archétype. Parce que si on se disait, ok, des fois c'est dur pour l'humain de se dire, ok, qu'est-ce qui me manque là? Je sens qu'il y a un truc qui manque dans ma vie, mais je sais pas trop. Est-ce que c'est aller me faire des amis? Mais ouais, mais c'est relou, mais ça veut dire quoi ça? Enfin non, mais tu vois, des trucs comme ça. Alors que l'archétype du statu quo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente? Et toi, quand t'en parles, c'est tellement beau. Par exemple, si tu nous parles de l'archétype du statu quo, tu dis souvent que c'est le ciment de la société. Et que c'est parce qu'on est en train de le perdre aujourd'hui qu'on est perdu sur Terre, qu'il y a plein de... Ouais. Comment ça se fait? Quel est le rôle d'un Ouais. archétype qui souvent est très peu présent dans les communautés de dev perso, de spiritualité. Souvent, quand on voyait les tests des personnes dans nos communautés, c'est souvent le statu quo, il est tout petit.
Et chez moi aussi, hein. Et pourquoi c'est important finalement de... Typiquement, si on prend l'exemple de celui-là, de Si on prend un remettre en sujet, parole. pour faire le lien avec le développement personnel, c'est fait qu'on est je viens chercher du pouvoir personnel, donc j'active souvent le magicien, le héros, le sage, quand je suis dans une dynamique dev perso. Et je suis là aussi pour parfois me libérer d'une certaine identité qui était la mienne, d'un milieu d'appartenance. Et le statu quo, c'est le besoin d'appartenance qui se cache derrière. C'est le bon citoyen, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est c'est ce qui est commun chez nous, c'est notre bande d'amis. Et parfois, quand on rentre dans une dynamique dev perso, je me reconnais plus avec mes amis et je perds ça. Et donc, c'est génial, je crois personnellement, mais il y a une distance qui s'opère avec des personnes qui ne sont pas dans ce délire-là. Et je peux m'isoler. Et je me dis, c'est pas grave, les gens de personnel, et c'était pas avec moi, c'était pas contre moi, mais chacun son chemin. Mais à un moment, tu te retrouves seul. Et le statu quo, c'est au final, c'est trouver du plaisir à aller au marché de son village, à cette personne. Tu vas dans ton supermarché et c'est toujours la même personne que tu vas voir. Mais en fait, c'est des points de repère. Et aujourd'hui, je vois surtout ça en France notamment, le statu quo, c'est les valeurs communes, c'est le collectif. Et aujourd'hui, il y a plein d'identités qui se clashent. Chacun essaye de revendiquer un peu qui il est, montrer qui il est. Et dans ce montrer qui je suis, il peut y avoir peut-être une sorte d'ascendance qui se crée sur l'autre, tu vois. Et donc du coup, je ne suis plus dans le collectif, je veux être reconnu pour qui je suis dans le collectif et je veux que les gens me voient. Et du coup, je sors de je suis pas comme les autres. Alors que si, c'est parce que je suis comme les autres et que les gens vont pouvoir s'identifier à moi que je vais pouvoir partager mon message, je vais pouvoir vivre de mon activité, je vais pouvoir faire plein de choses. C'est il y a un cycle archétypal. Tu viens au monde dans l'archétype de l'innocent et et on parle de l'innocence de l'enfance pour ça. Et dans cet archétype de l'innocent, derrière, on a le besoin de sécurité. Et donc, je réponds à ce besoin-là en étant dans l'innocent. On a un jeune bébé qui a 10 mois, full innocence, mais du coup, on a envie de prendre soin de lui. Et ce qui est beau, c'est qu'on regarde chez les animaux, il y a aussi cette innocence. On a envie de prendre soin de ceux qui sont dans cet archétype. C'est aussi le moment où on intègre plein de, plein de normes. Les il faut, les je dois, ça commence à émerger quand on est enfant. Et en fait, on passe de l'innocent au statu quo. Et le statu quo, je vais intégrer la norme de mon environnement. Et waouh, j'ai besoin d'un cadre. On dit les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Bah, on le voit déjà avec Noah. On le voit déjà avec bébé Noah. Il a besoin d'un cadre, mais un moment va venir une période de sa vie où il va le remettre en question. Parce que dans le cycle, il va vouloir gagner sa place dans la société, montrer qui il est. Et puis, il va arriver à l'adolescence. Et l'adolescence, c'est dans le cycle archétypal, si on passe par l'explorateur, je me cherche moi-même, et par cette exploration de moi, j'apprends aussi à m'aimer. Je pousse le cadre pour voir vraiment qui je suis. Et dans cette découverte de moi, j'ai aussi envie de casser toutes les normes de mes parents Ah bah oui, qui me freinent, tu vois. ouais. Donc, Pour découvrir qui je suis hors de tout ce qu'on m'a hors inculqué. de tout ça. Et puis après, je vais réaliser que, ouais, mais en fait, ce que dit papa et maman, leur idéal, c'est pas du tout le mien, tu vois. Et donc, moi, j'attends, tu vois, c'est le côté, je suis impatient qu'il soit à l'adolescence, parce que je sais qu'il va passer par ça. Tous les ados passent par ça. C'est plus ou moins violent, selon comment nous, on l'a éduqué et comment il est à l'aise avec le cadre et puis notre vision de la vie. S'il n'est pas du tout d'accord avec la nôtre, le rebelle va davantage s'affirmer. Ça va être, je vais casser les codes, je veux casser le statu quo de mes parents, m'éloigner de ce milieu d'appartenance pour recréer le mien. On a tendance à l'oublier. Et je viens casser un statu quo pour créer autre chose, mais dans le fond, je viens en recréer un. On en a besoin. Et on minimise ce besoin d'appartenance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tellement de gens sont seuls. On se sent seul pour ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent ah ouais, je me sens seule ou parce que en même temps d'aller découvrir qui tu es dans ta singularité, c'est magnifique, mais au bout d'un moment, il y a quand même besoin de de faire partie de communauté, de la C'est quelque chose. société, d'être en lien. Et puis en plus, quand on sait que l'argent, c'est l'art des gens, le plus tu as des points de contact avec plein d'humains différents, le plus en théorie, il y a de l'argent qui peut circuler à travers, si tu es entrepreneur, à travers ton entreprise. Alors que si tout est basé sur une forme de singularité, pour dire l'archétype du rebelle, au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Donc c'est là où c'est beau. Donc en fait, tu dis qu'il y a
tous les humains, quand ils naissent, on vit cette roue archétypale, c'est ça? On va passer Ouais, par toutes les étapes. c'est un cycle dans des cycles. C'est comme le voyage du héros de Joseph Campbell, où on fait un cycle dans notre vie. Je viens au monde dans l'archétype de l'innocent. Je suis en sécurité du coup par cette innocence. Après, je passe par l'archétype du statu quo. Et c'est l'origine des bandes de copains entre jeunes vient de là. C'est ok, je prends conscience que papa, maman vont pas m'apporter leur soutien inconditionnel tout le temps. Il y a l'école et je serai en sécurité parce que j'appartiens à un groupe. Et donc, j'appartiens à un groupe en intégrant ces normes. Et donc le statu quo, on passe une grande partie de notre enfance dedans. Après le statu quo, on passe par le héros. C'est ok, je veux gagner ma place dans la société. Je veux montrer qui je suis. Après, on passe par l'ange gardien. C'est je veux montrer qui je suis, gagner ma place, mais c'est aussi gagner ma place en offrant qui je suis. Et donc, ange gardien, c'est l'archétype du service. Je veux être utile aux autres. Utile à papa, utile à maman, utile à la société, utile à mes amis. Euh, une fois qu'on a passé par eux, après vient l'archétype de l'explorateur. Où là, c'est ce besoin de se découvrir soi-même, la quête d'adolescence, et motivé par ça, de moi ce que j'observe. Et cette exploration est un prétexte à se rencontrer, à s'aimer. Et donc c'est l'archétype de l'amoureux qui vient juste après. Une fois que, waouh, je me suis découvert, je me suis aimé dans ma singularité, archétype du rebelle, où je viens me libérer du coup. Je sais qui je suis, je sais ce que j'aime Mmh. chez moi, et je sais ce que je n'aime pas chez moi. Et donc c'est là où on construit davantage aussi son masque social, et on refoule dans nos ombres tout ce qui convient pas à notre moi idéal. Et, et donc c'est aussi un temps où je me sépare de l'idéal papa-maman. Et après cette rébellion vient la création. Je passe par le créateur où je sais qui je suis, maintenant j'accouche de moi-même. Et ça se voit dans l'orientation professionnelle. Bah, je change de métier. Ça se voit dans une relation aussi. Ok, je me suis libéré. Je veux plus des relations amoureuses, amicales comme ça. Qu'est-ce que je veux d'autre? Et donc, je crée cet idéal de moi-même. Et après vient l'archétype du meneur, où je sais ce qui je suis, je sais ce que je veux. Et j'agis pour. Je prends la responsabilité de cela. Et après le meneur vient l'archétype du magicien, où c'est un archétype de transformation. C'est pour accompagner cette mutation, entre guillemets, d'un moi passé vers un moi idéal. Et puis après, on passe par le sage. Je calme davantage mes ardeurs, on pourrait dire ça comme ça. J'apprends à vivre avec ce que je suis. J'ai plus forcément envie de changer le monde. Je prends conscience que le monde change si moi je change. Et donc, on acquiert une certaine sagesse. Et puis, à la fin du voyage, c'est ça qui est beau, on finit par le comique. Mais le comique, c'est pas je décide d'aller euh, sur scène et faire du show, etc. C'est le comique, derrière, c'est l'instant présent. C'est je vis ma Ça me vie comme touche. pour le jeu qu'elle est. Oui. Je me joue moi-même. Et donc, c'est des cycles dans des cycles. Là, on a un enfant, bah pareil, dans notre relation de couple, on rentre là-dedans. Noah va passer par ces Oui, étapes-là. je me souviens, à un moment donné, tu m'avais dit: Tout, «Entre nous 2, on est là». on est là. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait aidé sur le moment Ouais. parce que je sais pas, je pense que vraiment c'est dans un contexte où on n'était pas d'accord sur un truc et ça m'avait aidé. Je sais plus à quelle étape tu me disais, mais ouais. Ouais. Donc en fait, c'est comme si cette roue, tu pouvais l'appliquer à plein de choses, à une carrière, à une relation de 2 personnes, à une relation dans une équipe, enfin Ouais. à plein d'endroits différents. Un changement. Comment je viens cristalliser le changement? Ben, en passant par ces étapes. Les alcooliques anonymes, ils ont une trame basée sur 12 séances et les séances sont basées sur ces archétypes Ah en ouais! fond. Ouais, Ah ouais. ouais. Et toutes les trames thérapeutiques, inconsciemment, sont basées sur ça. Par exemple, demain, on fait un événement, on fait une retraite ou quelque chose comme ça. Si je foire le début, innocent et statu quo, je n'en prends pas soin, le groupe va avoir du mal à se cimenter et à faire corps. C'est les deux archétypes qui sont les plus importants. Et par exemple, on commence un coaching ou une thérapie, pareil. Il faut que la personne se sente en sécurité, Sécurité, se sente ouais. appartenir, qu'on crée la relation. Donc on passe par innocence, statu quo. Et ça ne fonctionnera pas si on malmène ces deux archétypes. Ah, est-ce que j'ai un peu malmené? Peut-être un peu. Des fois, j'ai un peu malmené ces 2 archétypes. Dans notre relation, à un moment, on se disait ça. Tu disais, tu vois, Laura veut beaucoup de changements. Ouais, il faut de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et en fait, moi, j'avais besoin de statu quo. Oui, mais là, on n'a pas. Attends, il nous faut j'ai besoin d'une routine, moi. Il y a trop de nouvelles choses, trop de choses. Et
Et c'est aussi conscientiser les besoins de l'autre, tu vois. Nous, je trouve que ça nous a aidé comme ça. Ça permet de te dire, j'ai besoin de ça. Ça me permet d'entendre que tu as besoin de ça. Ok, tu as besoin de nouveauté. Moi, j'ai besoin de stabilité. Mais comment on co-crée quelque chose d'harmonieux entre nous là-dedans? Ce qui n'est pas toujours évident. Ouais, et en fait, ce que j'aime beaucoup, ça me fait penser à autre chose que tu as mentionné sur ce modèle. Tu as parlé des besoins. Donc, en fait, chaque archétype active un besoin. Et moi, pendant longtemps, S'active sur un besoin même. S'active sur un besoin, ok. Pendant longtemps, j'avais un peu de la peine avec le mot besoin jusqu'à la semaine passée, à travers une magnifique conversation avec une cliente où on a réalisé que dans le besoin, il y avait quelque chose de... selon comment il était entendu, ça pouvait être très beau comme mot, en fait. Parce que ça nous amène à la complétude, au final. S'il est conscientisé. Et le fait qu'on n'est pas tous... comment dire, moi, j'aimais pas trop le mot besoin parce qu'il y avait un côté en moi très... humanité, divinité, multidimensionnelle, tout ça. Puis, suite à l'accouchement, j'ai vécu des choses pas toujours faciles et j'ai réalisé, ah oui, non mais attends, il y a les besoins humains. Et le mot besoin, il est venu prendre toute une autre forme chez moi où j'ai réalisé que c'est beau. Si je réalise qu'on a toujours des besoins parce qu'on est dans des corps humains et parce qu'on est singulier, et bien là, je me suis encore plus intéressée à ton modèle archétypal et c'est aussi comme ça que j'ai pu m'en sortir dans un moment difficile d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette notion de besoin avec Ouais. les archétypes? Ben, dès que j'ai un besoin, il y a un archétype qui s'active. Un archétype, c'est dans le fond, c'est un contenant. Et ce qui contient, c'est une histoire, c'est un mythe. Donc, quand il va s'activer, je vais en vivre l'histoire. Par exemple, si on prend l'exemple de ton accouchement, bon, il y a eu des complications après, et ça t'a insécurisé. Et on est Oui. rentré davantage dans l'innocent. Ah oui, j'étais full dans On l'innocent. est rentré dans l'innocent. Alors que pourtant, pas trop à la base, cet archétype-là. Et en fait, ça a activé. Et puis, ça a duré plusieurs semaines, parce que tu t'es aussi rentré dans une part de toi que tu n'avais pas forcément l'habitude de côtoyer. Et tu es sorti de cette, on pourrait dire, dépression postpartum, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était pas facile. Quand tu as reconnecté à l'archétype qui t'animait, c'était la créatrice. Donc, c'est aussi comprendre que dès que j'ai un besoin, il y a un jeu psychologique dans lequel je vais tomber, qui va se déclencher en moi inconsciemment pour répondre soit positivement, soit négativement à un besoin. Et ça qui est fascinant, c'est que si j'arrive pas à répondre positivement à un besoin, je vais chercher à y répondre de manière négative. Par exemple, tu vois, besoin de sécurité et l'innocent, dans le triangle de Karpman, c'est la victime. C'est OK, dans l'innocent, j'ai la sécurité, on prend soin de moi. Mais si on prend pas soin de moi, la vie est compliquée, j'ai besoin d'aide, etc. Donc je vais attirer quelqu'un qui va prendre soin de moi quand même. Donc en fait, négativement, en fait, c'est avec inconscience. Avec inconscience. Et positivement, c'est parfois, des fois, tu me dis ça, ah là, je sens que j'ai besoin d'honorer mon innocent. Mais tu le mets en lumière, t'en as conscience et tu fais quelque chose dans ce sens-là sans le faire reposer sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est en conscience. C'est exactement ça. J'ai besoin de sécurité et c'est le besoin de base chez beaucoup d'humains. Ouais. Donc je le nomme. J'ai besoin d'honorer mon innocent. J'ai besoin de me sentir en sécurité. C'est ça que ça veut dire. Et je le nomme, ça va passer par j'ai besoin de regarder un film, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin d'être dans mon cocon avec un chocolat devant la télé, ou j'ai besoin d'un temps juste avec moi. Okay. Si je ne le dis pas, qu'est-ce qui se passe? Si je le dis pas, le système nerveux va être en PLS, je vais être tendu, je vais être sous tension. Et si je suis sous tension parce que je me sens en insécurité, on risque de créer de la tension entre nous. Ou je risque de m'énerver plus facilement. Ou de me faire violence. Sans avoir conscience que dans le fond, je me fais violence parce que je suis violenté par ce qui se passe à l'extérieur. J'ai besoin de sécurité. Parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été répondu. C'est super beau. Là, du coup, j'avais l'image d'une humanité où on aurait la capacité d'exprimer nos besoins à chaque instant. Et d'y répondre déjà nous-mêmes un maximum, ou alors de demander de l'aide mais avec conscience, et ça change tout, la conscience dans la dynamique. Ouais. C'est plus un jeu où du coup ça devient lourd pour tout le monde, mais un jeu qui élève en fait. Concrètement, dans une relation, c'est pas pareil que ah putain, il m'écoute jamais versus j'ai besoin que tu m'écoutes là, juste en silence pendant 10 minutes. Mais c'est dur pour l'humain de faire ça, de conscientiser un besoin et de l'exprimer ensuite après. Ça fait penser à une situation où à un moment, genre tu me partageais tes états d'âme. Et moi, j'étais dans l'analyse. Mon sage a répondu. Et tu m'as dit... C'est très masculin, ça aussi. Mais là, j'ai juste besoin de vouloir aider à résoudre. Oui. C'est ça. Le sage, on essaye de rationaliser la chose. Tu me partages un besoin qui est émotionnel, genre ça va pas, ceci, cela. Et moi, je rentre dans l'analyse. Et tu m'avais dit, mais j'ai pas besoin, en fait, que tu analyses ou quoi que ce soit. Je veux juste être reçu. Je fais, OK, j'attends un ange gardien, entre guillemets. Ouais, je cherche un endroit
Là, j'ai envie de me déposer, c'est tout, sans forcément qu'il y ait d'analyse derrière. Ok. Et une relation de couple, amicale, le business avec des clients, c'est que des jeux psychologiques. Mais pas, ouais, mais tu vois, par exemple, si on prend le monde du business, parce que je pense, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, tout le monde a dû vivre ça dans l'accompagnement. Ça peut arriver des clients qui ne soient pas satisfaits. Mais quand on est client, ça demande aussi de pouvoir ressentir un besoin. Tu sais ce qu'on entend parfois en business, ah ouais, j'ai acheté un problème chez cette personne, j'ai pas aimé tout ça. Mais est-ce que tu as exprimé est-ce que déjà tu as conscientisé tes besoins tout au long de l'accompagnement, et est-ce que tu as su les exprimer pour qu'ils soient reçus? Enfin, souvent, en fait, c'est ça qui manque. C'est ça C'est qui manque. conscientiser à chaque seconde de la journée, à chaque instant, dans chaque relation, dans chaque offre dans laquelle on évolue, mais partout. Il y a des besoins à l'œuvre, et si j'y réponds pas, comme dit, avec positivité, ben, c'est là où on entend des trucs un peu hallucinants, genre ah non, c'était pas pour moi. C'est pas du tout profond, ça. Qu'est-ce qui s'est réellement C'est un passé? salaud, ce coach m'a pas aidé, il est Ouais, nul. ouais, non, c'est. Et même nous c'est quelque chose, moi ça m'a énormément apporté. Au début, quand j'ai fait mon activité d'accompagnement, je pensais que être accompagnant, coach, c'était être dans l'ange gardien, prendre par la main la personne. Donc je jouais ça et j'utilisais une verbatine, des mots qui transpiraient l'ange gardien. Et les gens venaient et attendaient ça de moi. Et en fait, ça m'a fatigué parce que mon ange gardien, il n'est pas trop activé et je vis pas son histoire. Je suis vraiment dans le sage magicien. J'ai envie de transmettre pour que la personne utilise des outils et qu'on se transforme ensemble. Et en assumant que, en fait, moi, je suis davantage dans ces archétypes, je suis une sorte de Merlin, ça a attiré d'autres personnes. Et avec mes clients, je dis aussi à chaque fois, en fait, ce que tu es venu chercher chez moi, c'est le magicien. Tu as besoin de l'activer chez toi en ce moment, tu as envie de le nourrir, et c'est ça que tu es venu chercher. Ah, et là, du coup, le jeu est vachement plus conscient. Et c'est pour ça qu'on on a fait une séance super intéressante où tu me coachas sur, sur mon entreprise, et sur comment, finalement, si on a conscience que on n'a pas l'ange gardien très activé, si on prend cet exemple, comment est-ce qu'on peut quand même nourrir un maximum nos clients, notre communauté, autrement, que ce soit être en même temps clair sur nous, ce qu'on fait, c'est ça. Dans cette marque, c'est ça qu'on fait, c'est cet archétype-là. Et comment est-ce qu'on peut quand même nourrir les autres? Est-ce que c'est en engageant quelqu'un dans l'équipe qui aurait le rôle de l'ange gardien? Enfin, c'est là où ça devient passionnant, quand tu commences à coacher des entreprises là-dessus. Parce que, si j'ai bien compris, on a besoin en même temps de venir pour un archétype qui se démarque, et en même temps, si possible, parce que l'humain est complexe et magnifique, il a besoin de tout, un peu les autres aussi. Enfin, si on arrive à mettre un peu tout ça, finalement, dans l'univers de marque de quelqu'un, c'est là où c'est sublime. Ouais, ce que j'ai observé, c'est que les entreprises qui fonctionnent le mieux, ils utilisent les 12 archétypes. Mm. Leur branding repose sur un archétype qui est très clair. Tu vois, par exemple, là, on est à Genève. Je prends juste l'exemple de Rolex. C'est l'archétype de l'excellence. On est dans le meneur. Meneur héros, si on veut miser sur la maîtrise de l'horlogerie, tu vois. On est vraiment sur le meneur. Et même, tu vois, le symbole, c'est une couronne. Ah ouais. Et j'y vais quand je me sens appelé par cet archétype. Quand j'ai atteint un certain statut ou quelque chose comme ça, ok, symboliquement, je vais aller acheter cette montre qui est au-delà d'une montre, un symbole. Ou quand je suis même en chemin, parfois c'est comme dans ma nouvelle identité, c'est Ouais, j'active le meneur, je m'achète une Rolex, il y a un peu ça. exactement. Mais si tu regardes, tous les archétypes sont nourris. L'essence, c'est ça. Et ce qu'on avait fait, dites-moi si vous voulez en commentaire ou vous venez m'envoyer un message sur les réseaux. Je vous enverrai, on a fait un atelier sur le scaling archétypal. Comment on met les 12 archétypes au service de son entreprise. Je pourrais vous envoyer. C'est celui où il y a moi dedans? Ouais, mais j'en ferai une autre. Mm. Il y en a une autre où tu n'es pas là. Tu n'es Non, pas mais là. c'est ok. J'explique le principe. Parce que du coup, en fait, pour l'expliquer très rapidement, ce scaling archétypal, entre guillemets, c'est j'ai une essence qui est très claire. Généralement, un ou deux archétypes. C'est, si j'en prends deux, un à 70% et un à 30%. Je vais faire reposer mon entreprise sur cette énergie. Si c'est moi le visage de mon entreprise, je vais utiliser ces deux-là. Je vais transpirer ça. S'il y en a plus, ça va pas forcément parler et la personne va pas comprendre. Elle va se Qu'est-ce que perdre, je elle fais? a besoin de savoir, ah là ça réveille ça chez moi. Quand je me connecte à cette entreprise, ça réveille. Il faut que ce soit clair quand même. C'est exactement ça. Et en fait, plus l'archétype il est vécu, il est transpiré, et plus, vu que c'est dans l'inconscient, ça va parler à l'inconscient de la personne. Donc en fait, je suis pas dans une démarche de vendre à la personne, je suis dans de la prévente, dans la persuasion. Elle est en train de se dire, waouh, en fait, de ce que je vois, j'ai besoin de ça, sans savoir pourquoi. Mais parce que je transpire tellement un archétype, une histoire qu'elle est en train de vivre ou qu'elle a besoin de vivre, elle achète déjà ce que je vais lui vendre.
sans Alors même qu'il que n'y a je vais même vendre pas eu quoi que de ce soit. discours de vente, Alors qu'il y a juste par le branding, juste par la façon d'être, juste par tout ce qui respire de l'entreprise naturellement, C'est quoi. exactement ça, ce qui respire de la culture d'entreprise. Et donc, j'ai cette essence avec un ou deux archétypes. Et puis après, tu as un second cercle, là, tu peux te dire, OK, c'est quoi les 4 piliers sur lesquels je vais faire reposer mon entreprise? Par exemple, moi, j'ai eu la thématique de comment j'attire de nouveaux clients. Comment j'acquiers de nouveaux clients. Et dans les archétypes de liens, tu as le comique, tu as l'amoureux ou tu as le statu quo. OK, bah aujourd'hui, il y a cette dynamique dont on crée des communautés. Mais parce que c'est pour être en lien. Et moi, je suis allé chercher plutôt l'amoureux. Je vais démarcher les personnes, je crée du contact de qualité. Parce que je préfère ça plutôt que quelque chose de massifié. Et du coup, c'est les piliers sur lesquels va reposer ma culture d'entreprise. Mais après, eh ben, il y a les 12 autres. Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? Par exemple, quelqu'un qui se sent pas légitime, qui a un syndrome de l'imposteur, bah, peut-être qu'on va aller activer le sage ou le magicien. Moi, j'ai eu ce syndrome au début, et donc j'ai fait des livres. Et en faisant des livres, bah, c'est comme si je mettais des pins, comme à l'armée. Ok, ça y est, je suis général, je suis auteur. Et ça m'a donné la légitimité que, que je cherchais et que je sentais que je n'avais pas. Donc peut-être qu'une personne, bah, elle n'a pas besoin d'activer le sage, mais pour se sentir davantage légitime d'elle à elle, parce que souvent c'est ça, j'active le sage, je vais aller pondre quelque chose qui montre que je suis expert dans mon domaine. Ça peut passer Mm. par un livre, ça peut passer par plein d'autres choses. Mm. Et donc, si on fait le lien avec les entreprises qui réussissent le plus, donc pour résumer, c'est un archétype très fort, un ou deux archétypes très forts, quelques secondaires, et puis après, quand même mettre les autres pour que finalement, en interne dans l'entreprise et dans le marketing en général, on les sente aussi concrètement, même s'il y a un archétype de... Bah, en fait, toute marque qui est forte, de toute façon, toute marque qui est forte, il y a le Dégage. statu quo qui vient au bout d'un moment. Bah, pour créer le sentiment d'appartenance. Ouais. Mais c'est pas l'essence. Tu vois, par exemple, si on prend Apple, 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 ils sont là pour disrupter. C'est le créateur et le magicien. Rebelle un peu. Euh, Pas forcément. Il était venu pour casser les codes, Steve Jobs. Donc, Mm. Steve Jobs il était sans doute animé de cet Ah archétype-là. oui, Steve Jobs. Ouais. Mais Apple, on est davantage sur l'innovation. Moi, j'attendais le casque Vision Pro. Oui. Il existait déjà, mais je voulais voir qu'est-ce que ferait Apple. Et aujourd'hui, bah, ça reste Apple. Ils ont créé toute une image, ils ont créé toute une légitimité. Mais aujourd'hui, tu regardes les gens qui sont déçus d'Apple, c'est parce que bon, bah, iPhone 17, il est un peu comme l'iPhone 12, il n'y a pas grand-chose qui change. L'innovation, c'est le C'est créateur. le créateur. Mm. Ouais, le créateur derrière, c'est l'innovation. Et c'est ça. Et si tu vas sur, par exemple, je sais pas, Samsung, ils mettent davantage en avant leurs caractéristiques, l'autonomie, la performance, la puissance, la rapidité. Ils sont davantage sur l'archétype du héros. Mm. Et le statu quo, il englobe. Il y a la communauté des personnes qui ont un iPhone. Tu vois? Je me sens appartenir. J'ai un iPhone. Oui, oui, c'est J'ai ça. un C'est pas ce qui est iPhone. mis en avant, mais la marque est tellement forte. Et aussi la façon dont quand tu vas dans un Apple Store, ben, tu te sens très vite amical, quoi, en lien. L'équipe, elle est super sympa. Enfin, il y a un côté où ouais, je trouve ça beau parce que tu viens pour l'innovation et en même temps, quand tu vas dans une boutique, tu es nourri dans le statu quo. Tu rentres dans un club. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est très intéressant finalement de voir tous ces archétypes à l'œuvre dans les plus grandes marques. Je trouve ça... Et comment tu les mets en œuvre concrètement, bah, dans la boutique du magasin, dans le service client. Enfin, ça devient même dans les détails, quoi. Tu peux aller jouer jusqu'à dans des détails des process. Comment les activer. Je trouve Dans la ça culture de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de turnover dans l'entreprise, beaucoup de personnes qui restent pas. Mais parce que, est-ce que je me sens investi de la mission de l'entreprise? D'ailleurs, est-ce que j'ai conscience de la mission de l'entreprise? Il y en a beaucoup, c'est juste un taf. ouais. Mais ils sont pas transcendés par la mission. Alors que si on fait un vrai travail de culture et qu'on arrive à incarner ces valeurs au quotidien, et qu'on fait transpirer le mythe de l'entreprise, chez les salariés, ça donne du sens. Toi, tu t'investis davantage dans l'entreprise. Je me rappelle, avant que je sois là-dedans, à tous mes débuts, j'avais un travail dans un complexe de loisirs. Il y a des gens, ils finissaient à 18h et à 22h, ils étaient toujours là. Je me disais, pas une vie. Parce que c'était l'archétype du comique, ça reposait sur ça. C'était le comique statu quo.
Et donc les gens venaient pour s'amuser et en même temps s'amuser en famille. Et donc il y avait cette culture dans l'entreprise aussi et il y avait un lien qui se créait. Et donc du coup, tu finissais ton shift, mais tu restais avec les autres. Ah oui, ils aimaient vraiment être là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je fais, mais ça fait 4 heures que tu as fini et tu es toujours là. Ouais, mais en fait, je fais la pause avec les gens, je fais, waouh, putain, c'est dingue. Donc si je veux que les gens s'investissent, comment j'arrive à faire en sorte qu'ils soient transcendés par la culture, par le lien que je crée avec les autres, et c'est super puissant. Et changer d'archétype, c'est là, par exemple, qu'il y a un nouveau manager qui n'a pas forcément compris la culture d'entreprise et qui vient avec ses volontés à lui, sans prendre en considération ce qui se fait déjà et ce qui se vivait, c'est là où ça peut mismatcher. Je peux prendre l'exemple de, tu vois, par exemple, Diesel, les jeans. Bah avant Diesel, tu regardes les premières pubs, t'avais Brad Pitt dans le rebelle, etc. Il y avait le rebelle derrière. Un peu la même énergie que je porte un Levi's, je suis sur ma Harley Davidson. Et puis tu regardes les pubs modernes, ça s'est perdu. Du coup, ça marche moins. Et bah du Les coup, pubs, Levi's elles c'est sont un peu devenu un truc commun. Levi's, Diesel, moi je connais pas les marques. Ouais, c'est Levi's, la même Diesel, on chose. est un peu sur le même archétype. Ouais. On est Hmm. un peu sur le même archétype. Il y a une pub de Levi's quand ils ont voulu conquérir la femme, entre guillemets. Le fait que les femmes aussi ils sont faites pour porter des jeans. La pub, c'était il y a un homme qui part à la guerre et elle se retrouve seule chez elle. Et il y a le jean de son mec. Et elle met le jean. Et donc, en fait, je le mets, mais c'est l'intimité. C'est l'intimité de mon mari qui est parti à la guerre, tu vois. Et donc, c'est un autre archétype que je joue. On est moins sur je casse les codes, je suis le rebelle, j'ai un Levi's. Je suis plus, je suis féminine. Tu vois, je porte un attribut masculin, mais à la fois, ça me va bien. Tu vois. Et aujourd'hui, on est plus sur le statu quo, quoi. Ça reste, c'est un jean. Et ça a perdu de son essence. Ouais, Fascinant, hein. oui. C'est comme McDonald's. McDonald's, on est sur le statu quo. Venez comme vous êtes. Et si demain, à Noël, ils nous sortent un hamburger au foie gras et qu'ils vendent ça à 32 €, comment ce serait reçu? Ouais, c'est vrai, intéressant. Mais c'est marrant parce que moi qui ai travaillé au McDonald's, moi j'étais fascinée quand tu disais la culture d'entreprise, par à quel point ils avaient. Enfin, ça c'est mon expérience, pas tout le monde a cette expérience, mais mon expérience c'était que c'est très doué pour nous faire sentir en famille, quoi. Hmm. C'est la famille McDo, c'est. Du coup, il y a un soutien de. On fait un job pas le plus ouf, on fait un job qui est pas ouf, mais du coup, pour compenser ça, il y a une culture très forte de on est ensemble, on se reconnaît, on est un peu dans les tranchées ensemble, quoi. Il y a un peu et c'est vrai que moi, j'étais hyper nourrie par la famille McDo, hein. J'étais vachement nourrie et je me dis, c'est dingue parce que c'était vraiment un job pas ouf d'un point de vue objectif. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire ça toute sa vie, tu vois. Mais j'étais quand même très heureuse. Après, c'est aussi ma personnalité d'être enjouée un peu partout. Mais j'étais fascinée, mais je voyais vraiment qu'ils faisaient tout un effort pour qu'on se sente enfin, c'est l'appartenance, pour se sentir appartenir. Ouais. Et l'humain, Ouais. en fait, l'humain, il a plein de besoins. Et en gros, si on arrive à remplir à ses besoins. Plein et à la fois pas tant. Parce que tu vois, il y en a qui sont plus essentiels que d'autres. Oui, Tu vois, il a des sécurité, besoins. appartenance, utilité. Et si vraiment il y a 6 archétypes sur les 12 qui sont nourris dans une entreprise, c'est cool. Tu vois, par exemple, le créateur, toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin Ah, de tu vois, l'innovation, ouais. de l'innovation. Par contre, on a besoin d'appartenance. C'est vrai que c'est drôle parce que quand tu as pris l'exemple de Apple et Samsung, c'est vrai que je pense à tous les gens qui sont plus Apple, il y a ce côté visionnaire, quoi. Ouais. Faut que ça. C'est quoi le nouveau truc, le nouveau truc, le nouveau truc? Ouais, c'est intéressant, c'est dingue, hein. Comme tu crées une culture autour de l'archétype principal. Puis du coup, une conversation qu'on a commencé à avoir il y a pas longtemps. Ok, donc les entreprises, c'est dingue ce que tu peux faire avec et les archétypes. Et après, si on parle aussi, ça c'est quelque chose dont on parle des fois ensemble, la politique. Là, c'est intéressant. Si tu commences à utiliser les archétypes pour la politique, tu disais par exemple, dis-moi si je me trompe et tu le rediras avec tes mots, mais que en fait, en ce moment, on regarde beaucoup les différences entre la Suisse et la France. Souvent, les Suisses, on est assez fiers d'être Suisses. Il y a un côté où on aime bien la Suisse, on aime participer au pays, on aime presque payer les impôts. Enfin, c'est très différent que la France. Et tu me disais, en France, il manque une sorte de nouveau mythe qui rassemblait les Français. Ouais, Tu et veux parler de tu ça? vois, hier j'ai échangé avec un Suisse conseiller d'orientation là,
Et il m'expliquait, en fait, au début, il y avait ce côté très protectionniste quand vous êtes fait aussi. Enfin, quand la Suisse s'est fait, c'était 4 régions qui se sont assemblées pour se protéger. Oui, Et il me dit, et puis après, c'est des cantons qui se. Mais du coup, c'était très protectionniste. On est là pour s'enrichir les uns les parmi autres. nous, oui. Voilà. Et donc, statu quo, et statu quo, le respect de l'autre, etc., c'est très présent. Nous, dans la devise de la France, on a ça, égalité, fraternité et solidarité. Sauf qu'il y a une sorte de truc, on se sent baisé par le système, et du coup, c'est tu me baises, je te baise. Et ça marche pas. Et ça marche pas, et parce que du coup, on se reconnaît pas dans les institutions. Il y a un vrai problème de mythe. Ici, vous savez pas c'est qui votre président. Je comprends pas comment votre pays Oui, fait pour c'est marcher vrai. aussi C'est vrai bien. qu'on n'est pas trop au courant de notre président. C'est pas la même façon de délire et tout. Ouais. Mais vous êtes suisse. Mais on est Mais suivi. vous êtes suisse, vous êtes fier de l'être. Et moi, je parlais, ta maman, moi, me dit oui, il parlait d'acheter une machine à laver. Je me dis, pourquoi vous n'allez pas acheter à côté? Vous traversez la frontière, puis c'est moins cher. Votre plus cher ici, c'est le moins cher en. Votre moins cher en Suisse, c'est le plus cher en France. Il fait, ouais, mais non, c'est suisse. Je fais, bah, c'est Bosch, c'est une marque allemande. Dans tous les cas, c'est fait en Allemagne. Il Ouais. fait, oui, mais non, je préfère acheter là. Je fais, Oui, en ok. plus, ma mère est même pas suisse, mais elle est devenue très suisse dans la. Elle est danoise à la base, mais elle est devenue amoureuse de la Suisse, quoi. C'est gage de sécurité, c'est gage de qualité, c'est gage de. Je sais pas, c'est fierté. Ouais. Et C'est- donc, vous avez ce sentiment d'appartenance qui est très fort. Vous avez aussi cette fierté nationale que on n'a plus en France. Mais parce qu'en France, c'est chaque communauté aussi, de ce que j'observe, veut revendiquer qui il est, veut être reconnu par l'institution. Sauf que l'institution est en mode genre, ah, mais regardez-nous et faites ce qu'on vous dit, tu vois. Et même eux, ils sont pas d'accord. Il n'y a pas de direction. C'est quand tu regardes les débats de l'Assemblée nationale, c'est du tac. Oui, mais c'est pas. Enfin, c'est une cour de récréation. Alors que vous, et c'est ce que me disait un Suisse, nous on regarde ça en tant que Suisse, on comprend pas. Nous, t'as les partis qui sont opposés, c'est ok. Je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas forcément d'accord. Et il y a un respect, et il y a aussi une acceptation davantage de l'autre. Alors que nous, ils sont pas d'accord là-haut. En bas, il y a plein de communautés qui vivent entre elles en France, qui veulent se faire reconnaître pour qui elles sont. Mais derrière la nation, qu'est-ce qui se passe? Bah, derrière la nation, elle croule sous le poids de plein d'identités. Hmm. Et l'identité nationale là-dedans, ben, elle est plus là. Ouais, il y a plus. Je suis fière d'être Je suis français. fier d'être français. Non. Et dès que tu dis je suis fier d'être français, bah C'est vite. t'es un facho. Ouais, voilà. T'es un C'est facho, dommage quand tu votes même. RN. Ouais. Alors que non, tu peux. Enfin, c'est un super pays. Et c'est vrai, ouais, il nous manque un mythe. Et j'espère un jour que les politiques prendront conscience de. C'est vraiment un de mes rêves, c'est d'amener les archétypes en politique. Tu vois, j'aimerais vraiment aider à construire un programme qui permette vraiment de transcender les électeurs. C'est là qu'on va. En fait, en France, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et il suffirait juste qu'il y ait un idéal pour justifier un effort collectif. Il y avait, tu vois, par exemple, quand il y a eu la conquête spatiale par les États-Unis, tous les citoyens devaient contribuer, et c'était des milliards et des milliards et des milliards que nécessitait le projet Apollo. Tout le monde contribuait, je crois que c'était à hauteur de 50 centimes à l'époque par mois. C'est juste 50 centimes, c'est quand même. Tout le monde contribuait, et c'était OK, parce qu'il y avait un idéal, on savait où on allait, on est le premier pays qui allons marcher sur la Lune. Waouh, ok. Et les archétypes des États-Unis, c'est l'oncle Sam, c'est le héros. C'est ouais, c'est le héros, c'est le champion. Trump, il a été élu pour ça. Et, et le mythe, il est très fort. Alors qu'en France, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas d'histoire collective. Qu'est-ce que c'est que la France? L'égalité, la fraternité, la solidarité. Oui, sauf que du coup, en fait, on est solidaire envers ceux qui sont pas français, les étrangers, entre guillemets. Puis il y a plein de courants politiques qui surfent sur ça. Et du coup, toi qui es français, tu te sens pas reconnu toi-même par ta politique. Et donc, il y a un clash. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils agissent de telle façon. C'est quoi l'histoire à laquelle je contribue? Paye 70% d'impôts. À quoi je contribue? Ouais, c'est Je sais ça. pas. Bah ouais. Ce serait beau d'aimer payer ses impôts parce qu'on comprendrait l'histoire à laquelle on participe et on adhérerait à cette histoire en Et tant vous, qu'individu. vous en Suisse, vous l'êtes? Oui, et je pense que c'est d'autant plus nécessaire. Enfin, non, mais je veux dire, en Suisse, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a plusieurs langues différentes.
Donc tu vas dans un endroit en Suisse, tu parles même pas la langue. Donc il fallait vraiment qu'il y ait un moyen de se mettre d'accord. Je pense que c'est venu par après, mais je veux dire, c'est vrai que c'est fascinant quand tu penses qu'avec des Suisses d'autres régions, je dois parler anglais, parce que je suis pas très douée en allemand, mais je me sens suisse avec eux. Et je sais qu'on a des valeurs communes, je sais qu'il y a du respect, je sais qu'il y a les valeurs suisses, même si on parle pas la langue. C'est assez dingue, ça, quand même. C'est dingue, parce qu'en France, tu vois, tu parles la même langue, mais parce que t'as une tête de rebeu ou t'es renois, ça se crée pas. Ouais. Alors que, ben, en fait, non, t'es français. T'es français, mais on voit pas ça. On voit l'étranger dans le français. Alors, ce qui manquerait, c'est juste quelque chose de plus grand qui réunit tout le monde. Ouais, un truc de plus grand. Et ça, c'est super intéressant, parce que tu vois, dans les jeux où tu dois construire des civilisations, souvent tu dois faire une merveille. Dans les jeux Age of Empires, genre de trucs, tu dois faire une merveille. Il y a un truc à accomplir de spirituel. Il y a une notion spirituelle. Et en France, il n'y a pas de dimension spirituelle. Et moi, c'est ce que je me suis dit. À un moment, j'avais travaillé sur le sujet de la laïcité. Je me dis, mais la laïcité, c'est pas en mode genre, on parle pas de la spiritualité. Ok, la religion, c'est cadré. Mais en fait, il faut un truc spirituel. C'est parce qu'il n'y a pas de dimension spirituelle que les gens se sentent pas transcendés par l'idéal du pays. Hmm. Et spirituel aussi, je pense que c'est un mot qui peut être interprété de plein de façons, mais si simplement on venait à quelque chose de plus grand qui amène tout le monde à se sentir. Où on va. Ouais, c'est On va. ça, où on va. Où on va. Ici, en Suisse, Collectivement, bah, ensemble, quelque part. en Suisse, on va vers la paix ensemble. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est cool. Et ça marche. Mais nous, Ouais, on la sait paix et pas. la prospérité. Paix et La Suisse, prospérité. c'est très, bah, comme tu dis, ça s'est mis ensemble pour, entre autres, l'argent, quoi, faut le dire, pour que ça marche bien financièrement ensemble. Hmm. Et c'est quand même intéressant. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ou pas. Ou ça pourrait être aussi si on a conscience que c'est un intérêt commun, ça crée un pays où on aime vraiment payer ses impôts. C'est quand même chouette. Ouais, ça me fait penser à Rolex. On a découvert dernièrement que Rolex c'était une fondation, il n'y a pas d'actionnaire. Et en fait, Ouais, j'ai échangé avec d'autres dingue. Suisses qui m'expliquaient que ici la fondation, en fait, tu- il y a plein d'argent chez Rolex, mais il n'y a pas d'actionnaire. Donc en fait, bah, chacun est payé à son salaire, mais à la fin, tous les bénéfices, ben, c'est à la fondation. Et donc, ça va financer des bâtiments publics, ça va financer des projets. Il y a un Suisse qui me disait, mon père, il avait ouvert un truc de métallurgie ici, près de Genève. Et ben, ils ont donné des millions pour aider à la construction. Je fais, waouh! Mais parce que c'est une fondation et ça redistribue, du coup, c'est une fondation suisse à la Oui, à Suisse. la Suisse. Je fais waouh! Et en France, tu as quand même pas mal de pays qui sont quand même, enfin, d'entreprises qui sont OK de cotiser, qui sont OK de financer. Mais c'est juste cet effort à quoi est-ce qu'il sert? Oui, c'est ça. On le Moi, je voit pas. regardais une émission il n'y a pas longtemps de plein d'entrepreneurs qui partaient de la France. Et je peux comprendre. Et puis il y en a plein qui ont voulu aussi faire un effort et tout, mais évidemment, quand tu as l'impression que t'es pas respecté comme co-créateur du jeu, en fait, enfin, moi, tu sais, je parle en langage simple, mais de co-créer le pays, de co-créer quand t'es un entraîneur, c'est que t'aimes co-créer, c'est que t'aimes participer, c'est que t'aimes pas juste être passif, mais si t'as l'impression que tes participations sont pas entendues, sont pas reçues, sont pas respectées, que ton argent que tu pourrais amener, ben, c'est juste, ouais, ben, parce que t'es riche, donne ton argent. C'est pas pareil que ensemble on crée un grand mythe. C'est dommage. C'est dommage de faire fuir plein de talents. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a ton programme C'est vrai qu'il y a les qui archétypes. arrive avec C'est les vrai qu'il y a les archétypes. archétypes. C'est la base. Tout est mu par ça. Tous nos, toutes nos façons de percevoir la vie, toutes nos façons la façon dont je prends les décisions, tout ça, c'est mu par les archétypes qui sont activés chez moi. Les groupes qui m'attirent, c'est leurs archétypes qui m'appellent. J'aime cet homme politique, ben, c'est ces archétypes que j'aime. Euh, J'attends là, les élections présidentielles, parce qu'on pourra analyser les archétypes de chaque candidat. Et on peut déjà dire qui a le plus de chances de gagner, parce qu'en fait, le politique, il suffit qu'il incarne l'archétype que le peuple attend pour avoir les voix. Donc, il faut déjà savoir c'est quoi l'archétype qui est appelé par le peuple, et il y en a plein de différents, et comment je le catalyse dans un projet. C'est comme ça que Trump a été élu, c'est comme ça que Macron a été élu, c'est comme ça que tous les politiques ont été élus. Parce qu'ils ont, au-delà de proposer un projet, ils ont incarné un mythe. Tu vois, Trump, c'était après Biden qui boite un peu en sortant de l'avion et qui se casse la figure et qui a pas l'air d'avoir toute sa tête et qui est un peu sénile. Boum, le chef d'entreprise qui est fort et qui vient rendre forte à nouveau l'Amérique. Même, c'était marrant, je parlais avec
une Égyptienne il n'y a pas longtemps. Alors moi, je connais rien à l'Égypte. Moi, je suis pas trop. Mais elle me disait ah ouais, en ce moment, notre président, il vient sauver notre pays et tout. Et elle était presque en larmes. Après, je vais sur. Moi, je connais pas, tu vois. Je vais sur les réseaux. Enfin, je vais sur Internet. Je tape c'est qui le président égyptien. Puis je vois qu'il y a des médias qui disent que c'est un dictateur et tout. Et je sais pas quelle est la vérité. Parce que pour moi, la vérité est toujours nuancée. Mais j'étais fascinée par à quel point cette femme était touchée Mhm. par. C'est comme s'il avait. Je pense qu'il avait activé un archétype qui fait que même une personne qui n'est plus dans son pays est touchée par ah waouh, il vient revenir dans l'Égypte et tout. Enfin, je trouvais ça intéressant. Alors après, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Ça, j'en sais rien, c'est pas mon domaine, mais je trouve intéressant de voir à quel point c'est puissant quand tu viens incarner un archétype que le peuple attend. Enfin, c'est fascinant. Et Ouais. donc, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ça au service de quelque chose de vraiment conscient et lumineux pour tout le monde? Mm. C'est ça qui serait chouette. Ouais, il y a des après on est sur de la stratégie de communication aussi parce que tout est nuancé, c'est comme Ukraine-Russie, tu vois? Les Russes, ils sont totalement OK, c'est dans la guerre, on se préserve de l'influence de l'Occident décadent, c'est un petit peu ça et puis on protège la mère patrie, c'est le mythe que défend Poutine. Puis de l'autre côté, dans l'Ukraine, on a autre chose, tu vois? Et c'est comment j'arrive à comprendre que d'un côté, les 2 se sentent agressés? Comment je reconnais cette impression d'agression et comment je comprends le jeu aussi qui se joue derrière du coup et comment bah, nous en tant que pays qui ne sommes pas forcément directement liés à ça, on comprend ce qui se passe avec du recul, on met de la sagesse là-dedans et on essaie de trouver un terrain d'entente pour pas aller plus loin et envenimer la chose. Pas prendre parti, parce que prendre parti, c'est reconnaître l'histoire de l'un et, et refouler l'histoire de l'autre. Alors qu'en fait, ben, s'il y a un conflit qui a éclaté, ça se trouve, ben, nous aussi, on a notre part de responsabilité. C'est comme quelqu'un, s'il y a un conflit qui éclate entre nous, je peux me dire soit c'est de ta faute, soit, le truc que j'ai vraiment appris avec toi, c'est la co-création. Oui. Je suis aussi Principe co-créateur, divin, tout est co-création. Il est chiant, son type, très vrai. mais il est très vrai. Oui. Ok, du coup, il y a un truc qui m'a énervé dans la Laura, putain, pourquoi elle a fait ça? Ben, elle a fait ça parce que ce que j'ai joué là dans la pièce de théâtre, parce que c'est ça, Mm. ça a été perçu comme ça chez elle, et il s'est créé un jeu. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est très beau parce que finalement, ça revient à ce côté pièce de théâtre, quoi. On est dans une grande pièce de théâtre, un grand film, sauf que est-ce qu'on joue le jeu avec conscience ou sans conscience? Et finalement, les archétypes permettent ça. Ouais. Je me souviens quand on avait lancé un programme ensemble où tu mettais en avant les archétypes, il y avait ce côté qu'on disait devenir maître du jeu. C'est pas mal, ça. Devenir maître du jeu, devenir le producteur du jeu, parce que tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. C'est Shakespeare qui disait « Je tiens la vie pour se caler », une pièce de théâtre dont chacun joue son rôle, sauf que pour beaucoup, on joue un rôle qui n'est pas forcément le nôtre. C'est le travail, c'est le rôle qu'on me donne, mais dans le fond, c'est quoi le rôle que moi je veux jouer? Eh ben, je sais pas. Mm. Et donc, du coup, bah, c'est là où je fais du coaching, je fais des formations, je fais tout ça. Alors que dans le fond, c'est assez simple. Ok, c'est quoi l'archétype qui est activé en moi? C'est un programme inconscient. C'est une histoire inconsciente que je joue. C'est quelle histoire qui se joue en moi? Et comment je peux la jouer avec audace? Je suis face à ça en ce moment dans le sage, ce besoin de transmettre. Bon, bah là, on le fait par ce podcast. J'ai cette volonté de faire des conférences, faire une tournée de conférences. Mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire? Tu vois? Il faut que je me challenge un moment pour jouer cette histoire. Si je ne le fais pas, je suis frustré parce que je me sens pas reconnu par les autres, mais surtout, je me sens pas reconnu par moi-même. Je joue pas l'histoire qui m'anime. Donc, c'est comment je me challenge suffisamment, de manière positive, pour pouvoir me donner toutes les chances de vivre l'histoire que j'ai envie de vivre, quoi. Le Parce qu'elle mythe est à qui l'intérieur. t'anime le plus. C'est ça. Mm. Et si chacun joue le mythe qui l'anime, je pense que ça crée une humanité pas mal harmonieuse et dans la paix, quoi. Parce que du Ouais. coup, on se sent complet. Moi, je me souviens, des fois, quand on va dans des endroits avec Alex, des fois, mais vraiment, j'adore quand tu fais ça. Des fois, tu t'arrêtes, tu parles à une personne et tu dis, vous êtes vraiment dans votre mythe. Tu te rappelles, des fois, tu as fait ça? Genre, par exemple, à la maternité, il y avait des sages-femmes et il y en avait certaines, tu les regardais, puis tu leur disais, ça, c'est le projecteur quand tu vois un autre. Vous êtes vraiment dans votre mythe, celles qui sont dans l'ange gardien, qui sont dans le Ouais. fond. Et ça me touche ces moments-là, parce que je me dis, mais ouais, c'est quand quelqu'un est vraiment transcendé dans son mythe, tout le monde est à sa place.
Ça, c'est beau. Tout C'est est fluide fluide. quand on est à sa place. Ouais. Tout est fluide quand chacun est à sa place. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas fluide parce que beaucoup sont pas à leur place. Ils sont perdus et tout ça. Ouais. D'où la puissance de ce modèle. Et aussi, très important à conscientiser, c'est beaucoup pensent qu'elles ne sont pas à leur place alors qu'elles sont à leur place. Mais elles ne l'ont pas conscientisé. Moi, j'ai eu des personnes en bilan de compétences. Je pense notamment, dernièrement, j'ai eu une enseignante qui pensait qu'elle devait se reconvertir, changer de travail. Et puis en fait, on fait le travail, mais en fait, ça m'anime complètement. Je me sens au service, j'adore ça. Mais je ne suis pas dans le bon établissement. Je ne peux pas le faire comme j'ai envie de le faire. Mais en fait, je suis super à ma place. Ah oui, parfois, c'est des petits paramètres à changer qui changent tout dans l'expérience de son jeu, en fait. C'est ça. D'où, pour moi, c'est fondamental qu'il y ait ça en entreprise. Parce que du coup, une personne va mal, une personne est en train de faire un burn-out, mais qu'est-ce qui joue à l'intérieur, en fait? Le burn-out, c'est quelqu'un qui subit l'histoire. Ça peut être quelqu'un qui est dans le héros et qui subit l'ombre de celui-ci, et du coup, qui se tue à la tâche, et qui burn-out à cause de ça. Mais si moi, j'ai ça en tant que manager, je comprends l'histoire qui se joue. Mais surtout, je comprends l'histoire que j'ai pas aidé à co-créer. La personne, elle sent qu'il y a un malaise dans l'entreprise. Mais qu'est-ce que j'ai créé, moi, comme climat dans l'entreprise? J'en ai peut-être pas créé. J'ai peut-être pas insufflé une culture d'entreprise où la personne se sent reconnue pour l'histoire qui l'anime. J'ai peut-être pas créé un management qui permet à la personne de se sentir à sa place. Parce que la personne elle se dit, ouais, je suis pas à ma place ici. Mais en fait, si, tu pourrais être à ta place. Si tu te sentais transcendé par la culture de l'entreprise et que je te présentais la tâche à faire sous un autre angle. Et ça amènerait beaucoup plus d'argent dans les entreprises. Plus d'argent, moins de turnover. C'est turnover qui coûte énormément. Donc, c'est très puissant. Ouais. Et puis peut-être, avant d'aller sur la fin, parce que je ne sais pas combien de temps on a parlé, là. Mais on peut aller encore ça va 30 minutes. Ok. Ouais, je me disais que ça serait chouette d'aborder, parce que du coup, on a parlé de la puissance de ce modèle archétypal que tu amènes dans la vie personnelle, dans les relations, en entreprise, en politique. Et ce serait chouette aussi, je trouve, d'aborder un des autres mythes qui t'animent, enfin, un des autres projets qui t'animent sur Terre, c'est l'éducation, l'orientation. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu? Ouais, on peut un petit peu parler. On peut un peu en parler. Moi, je suis convaincu que le monde de demain, c'est le reflet de l'école d'aujourd'hui. Et donc, ce qui m'a animé une longue partie de la courte carrière que j'ai, c'était comment je fais en sorte de mettre de la conscience dans l'école. Et la conscience, ça passe par les outils de connaissance de soi. Et donc, au début de mon activité, j'ai commencé par l'orientation, en disant, j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de transmettre ces outils, mais j'ai pas envie d'être enseignant, parce que je serais cantonné au programme. Donc, il faut que je crée quelque chose d'annexe. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui vient après l'éducation? Le côté enseignant, c'est l'orientation. Ok. Et dans l'orientation, pour beaucoup, c'est la quête du métier. Sauf que quand je suis en train de chercher mon métier, je suis surtout moi en train de me construire et de me chercher moi-même. Si on regarde le cycle des archétypes, explorateur, on est à fond là-dedans. Mais c'est une exploration de moi. Et il n'y a rien qui tourne autour de la connaissance de soi. Pour certains, on fait 2-3 ateliers sur les forces. Bon. Et après. C'est fou, hein, alors que c'est le plus important. C'est le plus important. On parle des métiers. Mais du coup, même j'ai échangé là avec un conseiller suisse. Et le conseiller suisse disait, en fait, là, on fait de l'orientation. Ça s'appelle le cycle d'orientation chez vous, c'est même pas le collège, donc ça porte son nom. Enfin, en tout et cas, ce Genève, cycle d'orientation, mais... il n'y a pas grand-chose sur la connaissance de soi non plus. Juste conscientiser ce processus d'individuation qu'on doit tous faire. Pour beaucoup, je ne sais même pas c'est quoi l'individuation. Les enseignants doivent faire de l'orientation. Enfin, les enseignants ont à charge, c'est dans le programme de faire de l'orientation. Mais ils ne le font pas forcément parce qu'ils ne sont pas outillés. Moi, j'ai fait un dispositif aux éditions Nathan pour permettre aux enseignants, sur cette séance dans l'année, d'animer quelque chose qui tourne autour de la connaissance de soi. Il y a un travail sur les archétypes qui est proposé, sur les forces, sur les valeurs. Et ça va même au-delà de l'orientation. Ça permet un climat de classe où je reconnais l'autre, je me reconnais moi. Et donc, du coup, les relations sont vachement plus pacifiées. Tu vois ? Et donc, c'est bien plus que juste de l'orientation. C'est si je mets de la sagesse, de la conscience, si je mets ces outils dans le système éducatif, j'améliore le climat de classe. On parle de harcèlement, on parle de tolérance. En fait, tout ça. J'apporte juste 20 heures dans l'année d'outils de connaissance de soi qui sont après pratiqués. Hein. Parce qu'imagine, on fait un exercice sur les valeurs avec les jeunes et après, tu reviens pas dessus, il va rien se passer. Et dernièrement, j'ai animé un atelier sur les valeurs avec des enseignants. Pour beaucoup, ça ne savait même pas c'était quoi leurs valeurs à eux, ni les valeurs de l'établissement. Donc ça commence déjà par ça. C'est quoi la culture au sein de celle-ci? C'est quoi, moi, mes valeurs en tant qu'humain quand je transmets?
Ça commence par là. Ça commence par là. Et il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Il n'y a pas tant de choses que ça à faire. Mais c'est pas fait. Ouais. On a la pression du programme. Et après, Alors où est qu'il la place de la suffirait conscience? de nouveau, c'est des petits chiffres, mais qui peuvent tout changer. Ouais, des micro-chiffres qui changent tout. Hmm. Mais ça va venir. Il y a de plus en plus de gens qui s'investissent là-dedans. Après, bon, là, j'ai échangé avec des conseillers d'orientation et je vois encore que le conseil d'orientation, ça tourne beaucoup autour du métier. Il n'y a rien sur la construction identitaire. Donc, bah, c'est génial. Ils sont contents. Les gens ils trouvent Hmm. leur voie. Mais dans 5 ans, bah, on y retourne. Oui, parce qu'il y a une crise identitaire et il y a qui suis-je, alors que si le travail avait été fait avant, ben, Juste conscientiser. exactement. Il y a un processus. Comme le cycle archétypal, et ce process d'individuation, c'est une trame. Et quand je vais me questionner sur mon métier, je vais revivre cette trame. Quand je vais me questionner sur moi-même, je vais revivre cette trame. Si on se questionne sur notre couple, je revis cette trame dans mon questionnement. Et juste avoir conscience de ces process qui sont intérieurs. Et on n'a pas obligé de faire des études de psycho. Ça, c'est des notions qui sont accessibles à partir de 12 ans de manière très simple. De Hmm. manière très simple. Tu vois, il y a des ateliers que je propose où on vient conscientiser le masque social qu'on porte. Bah, Laura, si c'est la première fois qu'on se voit, ben, je projette des choses sur toi. Puis tu me montres ce que tu veux me montrer de toi. Mais je sais pas qui t'es derrière. Tu vois. Et c'est parce que on est dans une relation où tu prends le temps de te montrer avec authenticité et de poser le masque que c'est ça. Et juste conscientiser ça, du coup. Waouh, t'imagines? À une époque, on parle de harcèlement, etc. Bah, en fait, la personne que tu vois comme un bouc émissaire, une victime, derrière, il y a tout un monde que tu connais pas. Et ce que tu es en train de lui dire, peut-être pour déconner dans ton monde à toi, c'est en train de lui faire extrêmement mal. Hmm. Parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière. Tu vois le masque. Aussi, c'est une personne qui est cool, etc. Ouais, mais peut-être que derrière le côté cool, bah, il y a quelqu'un qui est en souffrance, qui cherche sa place, c'est pas ce qui se passe dans la maison. Moi, j'avais mon premier métier, c'était directeur de centre de loisirs. Le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai eu le package. J'ai dû gérer les pompiers. Et puis, un enfant qui avait été emmené au commissariat parce qu'il y avait des trucs de maltraitance sur son corps. Et moi, j'ai dû traiter avec le papa. Je fais, wow, c'est le premier jour. Je connais personne. Salut, bonjour. Situation tendue. Et ce jeune-là, j'apprends à le découvrir tout au long de l'année. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est un leader dans son groupe d'amis. Mais par contre, dès que papa est là, boum. Donc je vois une image qui me montre. Mais derrière, il y a aussi tout un univers qui est beaucoup plus vaste. Et selon ce que je lui dis, bah, on ne sait pas, ça pourrait le déclencher, ça pourrait le blesser sans qu'il le montre. Tu vois. Donc, juste conscientiser ça, c'est incroyable. Mais c'est pas fait et les enseignants minimisent la chose, tu vois, minimisent la chose. Tu vois, j'ai vu les retours en abordant les valeurs pour le harcèlement scolaire avec des enseignants là. T'en as, ils disent j'attends avec impatience d'aller davantage là-dedans. Je leur ai parlé du masque. Et puis t'en as d'autres, ils disent c'était inadapté. Je dis, bah, en fait, c'est inadapté. En fait, t'as Ah, pas la conscience. je pense que ça vient aussi les chercher eux. Ça vient les chercher eux sans aucun doute. Puis Ouais. t'en as, ils n'ont pas la conscience de voir à quel point euh, un cadre sain, c'est des valeurs qui sont honorées, qui sont respectées, c'est un individu qui est pris en considération. Mais on n'a pas ça parce que tu es cantonné à mon rôle d'enseignant. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est subtil parce que c'est comme un investissement long terme qui demande Ouais, d'être intégré peu à peu avec conscience. Et là, on verra, waouh, ça change tout. ça change tout. Alors que s'ils ne voient pas tout de suite sur le moment, parce que c'est nouveau pour eux, ça peut être, Ouais, ça peut être un peu résistant au début. ouais. C'est vraiment ouvrir un champ des possibles pour l'émergence de la conscience. Et donc, c'est transmettre des outils pour me comprendre moi. Et donc, ça va être favorable au climat de classe, ça va être favorable au climat entre les élèves, c'est des choses qui vont ramener à la maison, c'est un savoir-être qu'ils vont Mm. encoder, qu'ils vont engrammer, qu'ils vont ramener chez eux. Et puis après, ça fait des adultes qui sont juste plus conscients aussi de l'autre, plus respectueux. Et puis, on peut faire le lien avec plein de choses. Bah, après, quand se présente l'orientation professionnelle, juste j'ai conscientisé les jeux archétypaux qui se jouent en moi, qui jouent chez les autres. Ah, je comprends que c'est ça qui m'anime. C'est beaucoup plus facile de s'orienter en fonction de ça. Moi, Ouais. j'avais aucune conscience des archétypes qui m'animaient quand j'étais ado. J'ai mis 10 ans à trouver ma voie, en essayant plein de choses. Je me suis battu, entre guillemets, pour être reconnu, juste en tant qu'humain. Donc, j'étais dans une quête de l'ego et ça m'a dirigé vers le cinéma, euh, vers le MLM, que j'ai pas du tout aimé, mais qui m'a appris plein de choses. Parce qu'il y avait, ok, pour être reconnu, il faut que j'ai de l'ambition, il faut que je réussisse.
Et ça m'a perdu Mm. jusqu'à ce que je prenne conscience de ce qui m'animait vraiment. Et j'en ai pris conscience grâce aux archétypes et grâce à la process com qui là vient mettre une couleur dans ma façon d'être. Il n'y a pas tant d'outils nécessaires Ouais, mais ça pour peut tout mieux être. changer. Ouais. Dans l'harmonie de l'humanité. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que tu nous montres ton livre avant Ouais, qu'on carrément. termine? On termine. Donc du coup, j'ai sorti ce livre, Archétype, le langage de l'âme. J'aurais pu appeler ça Archétype, le langage de l'inconscient, parce que c'est vraiment ça. C'est notre vie, c'est 95% de nos actions, de ce que l'on fait. C'est la répétition des schémas qui sont inconscients, de ce qui est activé en moi. Et l'idée là, c'était de mettre tout ça à plat, de comprendre ces jeux qui m'animent. Donc il y a 12 grands archétypes qui après peuvent se découler quand, dans mon programme Archétype Mastery. Si jamais vous voulez vous former au coaching archétypal, vous allez voir qu'il y a plein d'autres archétypes, mais qui découlent tous de ces 12-là. Et puis après, au-delà même des archétypes, tous les outils de connaissance de soi sont liés. Le MBTI, l'énéagramme, tout ça c'est des modèles archétypaux aussi. Et donc là, on a 12 archétypes qui se développent chacun sur un besoin. Et donc je viens conscientiser, tiens, besoin de sécurité, il y a une notion qui s'active. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et donc il y a quand même 10 à 15 pages pour chaque archétype, histoire de comprendre c'est quoi l'appel de l'âme de l'archétype, c'est quoi sa mission de vie, c'est quoi sa stratégie pour s'accomplir, c'est quoi ses ombres aussi, c'est quoi l'impact de cet archétype quand il se manifeste dans un groupe, notamment pour l'entreprise. Ça, c'est très intéressant. Tiens, il y a le héros qui se manifeste dans la culture de groupe, là, vers où ça peut nous mener? Tiens, j'ai envie qu'il se surpasse, là, mon équipe, et je vais Par exemple, insuffler. si on a un gros objectif ou un truc comme Ouais, ça. je vais insuffler peut-être le héros. Tiens, on a besoin de transformer nos systèmes, notre façon de faire. Ok, on va insuffler du magicien ou on va aller chercher le créateur. Comment je l'insuffle? Et là, j'insuffle toute une dynamique de groupe qui est différente. Dans la façon dont on va échanger aussi. Parce qu'il va y avoir une sorte de sponsor Mm. qui va nous transcender. En fait, l'archétype, c'est ça, c'est tellement transcendant que juste annoncer que c'est lui qu'on appelle au début d'une relation, ça changerait la relation. Là, si par exemple on avait dit, ok, là on va faire une interview et on va être dans l'archétype du sage pour vous transmettre quelque chose, ça aurait donné un échange différent que si on avait fait, ok, là, on va rentrer davantage en intimité, on va davantage se livrer, comment nous on vit les archétypes au quotidien, dans notre vie de couple, boum, ça aurait fait un autre échange. Dites-nous si vous voulez d'autres. Ouais, dites-nous si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. On est tous les deux dans le magicien. Dire, ok, les archétypes pour se transformer dans le développement personnel, dans notre croissance personnelle, dans le développement de nos entreprises. On aurait pu faire un podcast juste où on se dit, ok, là on est dans le magicien. Et tous les deux, on va dans cette stature. Et on va transmettre les archétypes sous ce spectre. Et là, donc c'est le premier qu'on fait. On est ensemble, en couple, on est très posé. Et ça se sent, tu vois. C'est le premier qu'on fait aussi. On garde cette intimité entre nous, même si on est loin. et ça se sent. Mais si on s'était dit, ok, là, on va leur transmettre les archétypes, comment nous, on le vit au couple et comment ça nous élève tous les deux, ça aurait été peut-être même dans notre timbre de voix, ça aurait été différent. Tu vois. Et on peut utiliser l'hypnose avec les archétypes. Et une personne, tu la mets sous hypnose, tu la mets dans l'archétype, tu la fais passer dans le meneur. Elle va se piquer comme Barack Obama. J'avais fait ça avec des jeunes une fois. Et c'était très drôle parce que la personne, je l'ai mis sous hypnose, je l'ai mis dans la peau d'un président pour aller activer le meneur. Puis après, je l'ai sorti. Puis elle a dit, ça marche pas, je suis pas réceptive. Et puis au cours de la soirée, c'est ses potes, ils font, mais elle est bizarre quand elle parle. Elle utilise des mots qu'elle n'utilise pas d'habitude. Je suis putain. Et en fait, si, je l'avais pas bien sorti de la transe. Et donc, elle était dans l'archétype du meneur. Et elle nous parlait un peu comme Barack, Michelle Obama. Et donc après, je l'ai remis sous transe. Et effectivement, on était réceptive. Et donc, si après, je la mets dans l'amoureux, là, la personne, elle peut avoir des larmes qui sortent facilement. Tu es beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de toi. Tu vois? Est-ce que ce serait le moment de teaser pour un de tes projets artistiques ou pas encore? Yes, carrément. Donc, Je sais pas. comme j'en ai parlé un peu plus tôt, je vais faire une conférence spectacle sur les archétypes. L'idée, ça va être d'expliquer comment ça fonctionne, de aussi comprendre
ces forces intérieures qui nous animent et qui drivent toute notre vie sans qu'on s'en aperçoive. Et donc, ça va être conférence-spectacle dans le sens où on va faire de l'hypno-méditation. C'est qu'on va aller sur de l'hypnose légère pour rencontrer ces archétypes, les rencontrer à l'intérieur de nous, puisqu'on a les 12 en nous, et voir comment certains communiquent les uns avec les autres. On pourra peut-être faire des exercices de coaching après. L'idée, c'est pas juste un spectacle, ciao, bye bye, c'est conférence participative. Et donc l'idée, là, je vais faire ça sur Genève. Et puis après, l'idée, c'est de faire une tournée de conférences, spectacles sur la francophonie. Parce que les archétypes peuvent changer le monde. Moi, ça a changé ma vie, ça a changé ma relation à moi-même, ça a changé ma relation au couple. Euh, les échecs sentimentaux que j'ai eu avant et aussi les difficultés, comment on dirait ça, les blessures. Parce que pas conscient des jeux archétypaux qui se jouent entre nous. Ouais, j'aurais pu éviter tout ça. Et là, du coup, moi, ça m'apporte beaucoup de sagesse. Je trouve que ça apporte aussi une certaine bienveillance. Tu vois, une certaine écoute. On est plus réceptifs l'un à l'autre. Donc, ça a changé tout dans ma vie. Et là, on a un enfant. J'ai juste une hâte, c'est de voir comment lui, il va réagir quand ça va s'activer. Parce que là, on voit déjà la personnalité est en train Ah, il est plus seulement dans l'innocent. Il est plus innocent, là. La personnalité, elle est en train de s'activer. Et là, c'est le mythe du jardin d'Éden. À la base, on est dans le paradis et dans l'innocence de l'enfance, on est là-dedans. Tout le monde nous vaut du bien et puis il y a une certaine innocence, naïveté. Et puis là, il y a les bêtises qui commencent à venir. Il est en train d'aller dans le statu quo, là. Il tombe dedans. Et donc, il va intégrer toutes les normes. On fait pas ça. On monte pas les escaliers quand il n'y a pas la barrière. C'est dangereux. Il capte pas ça. Et donc, il est en train d'intégrer tout ça. L'ego, là, la personnalité est en train d'émerger. Et ça qui est beau aussi, c'est que même nous, en tant que parents, je comprends une dynamique qui se joue chez mon enfant. Comment je vais pouvoir l'accompagner dans son développement, du coup? Je vais être aussi conscient de tout le bourbier que je lui mets dans la tête, toutes les loyautés qu'il va avoir envers moi quand il va être grand, toutes les injonctions sont en train de s'engrammer maintenant chez lui. Il va essayer quelque chose, on va freiner son élan pour sa sécurité, mais lui, il va juste sentir on m'a freiné. On m'a freiné. Et donc, faire ça en conscience, en fait, c'est que de la conscience, quoi. C'est subtil. Et en fait, pourtant, c'est tellement tout le travail. Donc, ça a tout changé. Et donc, cette conférence spectacle, ça va être vraiment pour vous montrer tout ce qu'on peut en faire. Et pourquoi pas, du coup, expérimenter en live avec vous. Voilà. Puis, il y aura une petite mise en scène aussi, histoire de connecter davantage au monde intérieur. Mais ça, vous verrez. Vous verrez. Ouais. Je trouve qu'on a dit... On a hâte. On a dit ce qu'on avait à dire. Ouais, c'était chouette. Ouais. Merci. Trop bien. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aborde des sujets particuliers avec les archétypes, branding, culture d'entreprise, relation à vos proches, relation à vous-même. Tiens, par exemple, il y a plein de choses, des choses qu'on met en évidence quand on fait du coaching archétypal. C'est j'ai envie d'aller développer mon entreprise, je quitte le salariat, j'ai envie de développer mon entreprise, et à la fois, j'ai besoin de sécurité. Et donc, il y a deux histoires qui se vivent en moi. Ok, et bah tiens, si on allait voir ce qui se vit. Tiens, je veux aller dans mon magicien, mon meneur, peut-être l'explorateur, davantage de liberté, mais à la fois, j'ai besoin de sécurité. Et donc, du coup, la personne a des difficultés à passer à l'action parce qu'elle se sent en insécurité. Et moi, ça parle aussi beaucoup de moi, parce que je le connais bien, ce truc. Parce que l'innocent est aussi élevé chez moi. Et qu'est-ce que je fais ? Là, il y a un conflit interne qui fait que je procrastine parce que si je prends ma place, l'innocent, il se sent en PLS. Mais si du coup, je vais que du côté de l'innocent, eux, ils se sentent freinés, stagnés, et ça va pas. Donc, il y a vraiment tout un dialogue des parties à se permettre, à s'autoriser. Et c'est ce qu'on fait avec du coaching archétypal. Donc, si jamais vous voulez même expérimenter avec moi, n'hésitez pas. Je propose des audits qui sont offerts, qui n'engagent à rien, histoire d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient, d'aller voir ces dynamiques archétypales dans votre entreprise, vous, dans votre vie de couple, dans votre relation à vous-même. Puis on peut aller explorer tout ça ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec moi pour ce premier podcast. Avec joie. C'était très beau, très doux. Ouais. Et c'est marrant parce que encore hier, j'ai vu l'impact des archétypes, même chez mes clients. Vu qu'on a fait plusieurs ateliers ensemble,
On avait une conversation, par exemple, sur Zoom avec une cliente qui réalisait que elle était tellement plus dans l'amoureuse. Et donc, son processus de vente à elle allait être totalement différent que les autres clients de ce groupe. Et enfin, c'est très beau parce que ça permet vraiment d'aller dans une spécificité, même jusqu'à la façon de vendre. On a entré même dans des détails sur la façon d'afficher un prix. Et elle faisait référence à ces archétypes, tu vois. Donc, je trouvais ça très, très beau. Ouais. Mmh. Ça va jusqu'à dans les détails des choses qui changent tout de l'énergétique d'une entreprise. Donc, ouais, ça me touche, c'est très beau de mettre en Ouais, lumière ton œuvre et ton ouais. expertise. C'est vrai qu'on n'a pas parlé par rapport à la vente aussi. Mais par rapport à la vente, moi étant dans le sage, tu me proposes des techniques bourrin, guerrier, ça n'a pas fonctionné. Dernièrement, je fais venir quelqu'un à la maison, coach de vente, qui est beaucoup dans le feu, une grosse énergie rouge, qui est un magicien dans le fond, mais en process com, qui a une base promoteur qui est très éloignée chez moi. Et ça me galvanise à la fois, mais sa façon de faire, ce qu'il me proposait, pourrait me fatiguer. Donc je dois adapter. Je Oui, dois c'est adapter ça. à moi. Et c'est beau parce que ça nous permet quand même d'aller. Parce que par exemple, elle disait, bah, moi j'ai très peu l'amoureuse, donc c'est pas ça qu'elle est venue chercher chez moi, mais que de sentir en gros que je peux aller chercher quelque chose chez un coach tout en l'adaptant. On en revient à la conscience, quoi. Ouais, ouais. Euh, Elle n'est peut-être pas ouais. venue chercher l'amoureux chez toi, et à la fois, quand toi, tu as tes espaces d'ouvert, eh ben, tu as cette intimité, vous Oui, permettez c'est vrai. Il y a beaucoup de d'intimité quand libérer, même. Ouais, il il y a y a beaucoup des pleurs, d'intimité. Ouais. c'est très doux aussi. Ouais, Et donc, quelqu'un qui a besoin de ça le trouve dans ces espaces. ouais. Derrière les lives Hein. publics. Puis, l'amoureux, c'est les émotions aussi. Ouais, ça, oui, c'est vrai. Ah, Donc, c'est en vrai. fait, même si c'est ça qui est fascinant, tu n'es pas animé de l'histoire de l'amoureux, Mm. mais il est présent par ce côté émotivité. Et donc, si je montre ça sur mes réseaux, quelqu'un qui est animé par l'amoureux va rentrer en résonance et donc va être Mm. attiré. Oui, Et c'est là où c'est beau, c'est ok, toi, t'es une créatrice magicienne, mais tu utilises aussi les autres ouais. à ton avantage, sans forcément en avoir conscience. À ton avantage et aussi à ton désavantage, Si quand on j'ai n'a pas pas conscience. conscience. Ouais. C'est pour ça que c'est beau d'aller mettre ce processus en lumière et de le mettre au service. Ouais, Mm. super. Merci Alex, trop beau. Avec plaisir. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Like, commentaire, Oui, subscribing, abonne-toi. chose terrestre. C'est parti.